numérique, ça supprime des emplois, ça détériore le travail. Le numérique, il accentue des politiques managériales. On est fliqué, il faut dire le mot, par nos directions sur non seulement les objectifs, mais aussi les procédures de travail. On nous demande de plus en plus de faire des transmissions informatisées, ce genre de choses qu'on ne faisait pas avant. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir peur que ce soit la machine ou l'outil qui pilote les salariés et pas l'inverse. Ça amène beaucoup de questions et d'inquiétudes pour les salariés. L'avènement du numérique pose de nombreuses questions. Nous sommes ici au siège national de la CGT, devant ce blason qui date des années 1930. Il illustre bien qu'à chaque progrès technique, de la machine à vapeur à l'électronique, les mêmes interrogations se sont posées dans le travail. Des réponses ont été apportées par des revendications, des luttes, des projets nouveaux. Une expérience qui peut nous être utile aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir. Nous voici devant une machine à tisser automatisée. L'introduction des premières machines, il y a 2 siècles, a bouleversé les savoir-faire et l'emploi. Au nom de la justice, les travailleurs, menacés par ce qu'ils nommaient les tueuses de bras, ont cherché de nouvelles formes de lutte pour négocier leur usage. Pétitions, charivari, bris de machines, à l'épreuve des échecs et des limites de ces révoltes, dites du ludisme, de nouveaux modes de mobilisation et de solidarité se sont alors cherchés. D'autres périodes ont connu des bouleversements technologiques, c'est ce que nous explique l'historien Michel Pigeonnet. On le retrouve place de l'Hôtel de Ville. Alors nous sommes ici, place de l'Hôtel de Ville, autrefois place de Grève, là où on s'embauche, dans le bâtiment au XIXe siècle. Et alors, cette gravure permet de le voir. Au premier rang, le propriétaire en haute forme, des bourgeois. À côté, le chef de chantier avec un chapeau melon, et il griffonne parce qu'il discute avec un personnage qu'il a en face de lui, qui porte une casquette blanche, qui est le contremaître. Et là, on discute du prix auquel le travail qu'on a besoin de faire réaliser sera payé. Le contremaître va se retourner vers les gens qui sont derrière et il va embaucher tant d'hommes dont il estime qu'il a besoin pour réaliser la tâche. Et là, eh bien, tout se joue. Tout se joue parce qu'un prix a été fixé et le revenu du contremaître, ça sera la différence qu'il y aura entre le prix qui a été fixé et ce qu'il va verser à ses ouvriers. Et évidemment, moins il verse à ses ouvriers, plus ses revenus augmentent. On appelle ça le tâcheronnage. C'est détesté par les ouvriers, et ce sera d'ailleurs interdit en 1848, mais ça va traverser tout le XIXe siècle, et ça revient encore aujourd'hui, pas seulement dans le bâtiment. Ces pratiques d'exploitation en cascade reviennent en force. De nouveaux tâcherons se cachent derrière les plateformes numériques. Les livraisons à vélo figurent parmi les activités qu'elles régentent. Leurs travailleurs ont toutefois su inventer des formes collectives de résistance à la précarisation. La situation des livreurs à vélo aujourd'hui pour les plateformes ubérisées, c'est un métier très difficile. On se faufile entre les voitures et on est payé à la tâche, on est des vrais tâcherons. On a créé un réseau qui a pour but d'aider à la création de coopératives de livraison à vélo. En fait, pourquoi est-ce qu'on a monté cette alternative? C'est qu'on a vraiment souhaité garder notre métier. Comme on a vécu le pire avec les plateformes, on a décidé de créer, nous, une ambiance de travail démocratique. Donc la coopérative, ça nous a semblé assez évident. C'est l'opposé vraiment de ce qu'on voit aujourd'hui dans les plateformes du numérique. Tout en utilisant, finalement, le même outil logistique, donc qui est l'outil numérique, qui est l'outil digital, où les clients pourront prendre des commandes facilement. Il en va ainsi de toute l'histoire des métiers, souvent transformés, parfois disparus ou réinventés, dans la permanence de la conflictualité entre employeurs et exploités. Passementier, batteur d'or. La plupart de ces métiers ont disparu ou ont évolué sous l'effet de logiques de profit et l'utilisation par le patronat de technologies nouvelles qui ont transformé l'organisation du travail en le déshumanisant parfois. Mais des luttes s'y sont opposées. Alors, on a ici un tableau qui date de 1900, à l'origine duquel se trouve le syndicat des voyageurs représentants de commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les objectifs de ce syndicat, il y a le placement. Un placement, on est dans une bourse du travail qui permet, sous le contrôle du syndicat, de trouver du travail aux représentants et aux placiers. Nous voici devant l'imprimerie nationale.
Alors au XIXe siècle, les salariés de l'imprimerie nationale étaient considérés comme des prolétaires exploités. Ils avaient des conditions de travail qui étaient très dures, ils travaillaient plus de 12 heures par jour. Les salariés ont cherché des solutions pour avoir des rémunérations plus égalitaires entre eux. La commandite a été créée en 1901. C'est une loi qui a été votée. La commandite est une organisation de travail qui était régie par les organisations syndicales. Parce que quand on travaille aux pièces, il peut y avoir entre guillemets les chouchous qui peuvent avoir des boulots qui sont plus faciles à faire, où il y a moins de lignes à composer que d'autres. Et donc le salaire pouvait passer du simple au double suivant le type de travail qu'on vous donnait. Alors qu'à la commandite, tout le monde faisait le même travail et il était réparti de manière égalitaire, de telle manière que tout le monde gagne le même salaire s'il avait un temps de présence équivalent et un temps de travail équivalent. Se faire respecter au travail fut l'un des premiers objectifs du syndicalisme, de tout temps, dans toutes les branches, pour tous les salariés. Dans le sillage de 68, les ouvriers spécialisés de l'automobile, notamment les immigrés, multiplient les actions. Leurs luttes remettent en cause des conditions de travail et les salaires fixés au gré des postes. En 1982, les grèves de la dignité ébranlent ce que les ouvriers d'Aulnay et Poissy appellent les usines de la peur. La CGT impose l'institution de délégués de chaîne. À Poissy, en réplique au chômage technique, les ouvriers remettent en route la production. Alors, rapport entre changement technique et lutte syndicale, on en a un bon exemple avec ce qui se passe dans les ports dans les années 60, lorsqu'arrivent les conteneurs. Grandes boîtes métalliques qui transforment profondément, qui industrialisent au fond la manutention portuaire qui était autrefois quelque chose de très physique. Les syndicats s'en inquiètent, bien sûr. Leur emploi est menacé, mais dans les ports, ils sont très forts, et en particulier au port du Havre, où le syndicat, en 1966, va réussir à imposer une convention qui, non seulement réglemente l'emploi, le nombre de salariés nécessaires pour charger ou décharger un navire, mais en plus impose une taxe sur les conteneurs, que ces conteneurs soient vides ou qu'ils soient pleins, taxe dont le produit est versé à une caisse de solidarité ouvrière qui permet de compenser un peu financièrement les pertes d'embauche que les conteneurs entraînent. Si la solidarité est la condition de l'action collective, celle-ci a pour but le bien-être des salariés. Les brèches ouvertes par les ouvriers spécialisés ont contraint le patronat à promouvoir de nouveaux modes d'organisation du travail. Si les petits chefs ont perdu de leur superbe, l'autonomie prônée par le management participatif par objectif trouve vite ses limites, au-delà desquelles, que l'on soit cadre ou ingénieur, l'autorité du capital ne se partage pas. Moi, je me souviens, par exemple, il y a 20 ans, avoir été convoquée à 7 h du matin par un chef de service qui m'a hurlé dessus, tout simplement. Et par la suite, je me suis syndiquée pour contribuer à faire avancer les choses et pour agir plutôt que subir. C'est parce que la durée du temps de travail est un élément central du rapport d'exploitation que les syndicats ouvriers se saisissent très tôt de ce problème. La durée journalière, puis hebdomadaire, les congés payés, la retraite deviennent au fil du temps les principaux axes de l'action ouvrière. La journée de 8 heures est revendiquée dès les origines de la CGT. Elle sera acquise en 1919. À partir de 1925, la CGT porte la revendication des vacances ouvrières qui trouvera un premier aboutissement éclatant avec la victoire du Front populaire en 1936. En matière de retraite, la première législation, adoptée en 1910, est accueillie froidement. La CGT dénonce la duperie de ce qu'elle appelle la retraite pour les morts. Elle condamne la cotisation obligatoire et la capitalisation. Ces conflits historiques nous ramènent au présent. Vivre mieux. Cette revendication résonne encore aujourd'hui. Cela passe par l'émancipation du travail pour donner sa pleine dimension à la liberté. À la Libération, les travailleurs, forts de droits nouveaux, jouent un rôle décisif dans la reconstruction du pays. Chez Ford Poissy, les élus du comité d'entreprise et les délégués de la CGT, confrontés à la pénurie de pièces, contactent leurs camarades d'usine en mesure de les livrer et relancent la production. Le syndicat contrôle alors la gestion du personnel et donne son avis sur le choix des contremaîtres et des chefs d'équipe. Les grandes conquêtes sociales n'ont pas seulement amélioré la vie des salariés. Elles esquissent les principes et contours d'une société libérée des injustices et des contraintes de l'exploitation. C'est flagrant avec la sécurité sociale.
qui, depuis 1945, s'inspire du principe suivant. Chacun donne selon ses capacités, chacun reçoit selon ses besoins. La sécurité sociale a été un outil d'émancipation parce qu'elle a permis aux gens, en général, de ne pas craindre pour leur avenir, puisque la sécurité sociale permettait de la naissance à la mort de prendre en charge, en tout cas, les dépenses les plus importantes auxquelles les gens avaient à faire face et qu'ils ne pouvaient pas assumer pour la plupart avant la sécurité sociale. Donc ça leur a permis d'être plus tranquilles sur leur avenir et de vivre autrement, les femmes comme les hommes. La Confédération générale du travail, ce n'est pas seulement les travailleurs, c'est le travail au sens où il est opposé au capital. Le travail qui est formateur de richesse, de valeur, face au capital qui, lui, est vu comme quelque chose de parasite, d'exploitation. Et l'ambition de la Confédération générale du travail, c'est d'émanciper le travail et les travailleurs. Il y a une énergie dans les luttes, voilà, et ça c'est justement ce moment-là où les travailleurs s'émancipent et ne sont plus dans un rapport de soumission par rapport à l'oppression capitaliste, mais sont en train de revendiquer leurs droits, d'exiger leur dignité, et ça c'est un moment merveilleux dans la CGT. Et demain, à quelles avancées pouvons-nous rêver? Le travail est à la source de toutes les richesses. Il ne disparaît pas, mais il est rendu moins visible et plus précaire. Hier, des luttes ont permis de gagner des droits collectifs. Elles le feront certainement aussi demain. L'action syndicale aide à donner un sens au travail, à le rendre utile et source de bien-être. La CGT porte l'exigence d'autonomie et de démocratie dans le travail. Elle considère que la liberté commence par l'action pour libérer le travail de l'exploitation. Tout au long de son histoire, la CGT a cherché à conjuguer revendications immédiates et visées émancipatrices. Solidarité, bien-être, liberté sont aujourd'hui encore le moteur et le but de l'action de la CGT. Il y en aura d'autres. Ouais, ça n'est que le début.